à toutes et à tous. Je vous prie d'excuser l'absence de Simon Viblet, le pasteur de cette paroisse, qui traditionnellement prononce les paroles d'accueil. Il est tenu éloigné de Paris par un deuil familial. Alors je vais essayer de prononcer des paroles d'accueil aussi gentilles que les siennes, aussi aimables que les siennes. Que vous soyez des habitués, et il y en a, de ce lieu, je vois des visages connus, que vous ayez franchi la porte pour la première fois, que vous soyez venus en voisin, sachez que vous êtes les bienvenus, sentez-vous accueillis dans ce temple du Saint-Esprit ce soir. Est-ce que vous m'entendez là, ça va mieux? Merci. Et je me tourne vers vous, Didier Sandre, bienvenue. Bienvenue à vous. Je vous remercie vraiment chaleureusement d'avoir accepté l'invitation d'Esprit Culture qui, depuis 5 ans maintenant, organise ce cycle de rencontres que nous appelons les rencontres d'automne. Et nous nous réjouissons vraiment de ce moment de partage et de réflexion que vous nous offrez. Alors voici quelques indications sur le déroulement de la soirée. Après l'entretien entre Didier Sandre et Stéphane Carrère, qui durera environ 1 heure, le public, vous aurez la possibilité de poser quelques questions. Et à l'issue de ce temps d'échange, vous êtes toutes et tous conviés à un verre de l'amitié autour d'un buffet. Voilà, maintenant, place à la conversation. Je passe la parole à Stéphane. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Bonsoir Didier Sandre. Bonsoir. Oh, la voix d'acteur. Lorsque j'ai pris contact avec vous, c'était déjà en février ou mars dernier, vous avez, pour vous parler de cette rencontre, pour parler non pas du théâtre en général, mais de vous-même, vous avez tout de suite accepté cette proposition, très spontanément et rapidement. Et vous m'avez confié à cette occasion que vous étiez déjà venu en ces lieux lorsque vous étiez éclaireur unioniste. Oui, Je voudrais simplement vous demander, pour introduire le propos, si vous vous sentez chez vous ici. C'est-à-dire, je redécouvre un peu ce lieu qui ressemble si peu à un temple, si peu à une église en quelque sorte. Je ne sais pas quelle est son histoire, mais c'était pas éclaireur d'ailleurs c'était pas éclaireur, c'était louveteau. Et nous n'avions plus, dans la paroisse de mon grand-père qui était pasteur, la paroisse de Saint-Denis, une paroisse luthérienne, la meute de louveteaux n'avait plus d'aquéla. Donc, pour réunir les enfants de la paroisse qui étaient sans meute et sans... des contacts avaient été pris avec la paroisse qu'on appelait à l'époque la paroisse de Roquépine. Voilà, et comme ça, je me suis retrouvé pendant 1 an faisant partie de la meute des louveteaux de Roquépine. Voilà. Vous nous parlez de votre enfance à Saint-Denis, précisément. Que signifiait être protestant à Saint-Denis dans les années 60 ? C'est-à-dire que Saint-Denis, en fait, c'était la paroisse de mon grand-père, mais mes véritables attaches étaient languedociennes, puisque c'est là d'où il venait, d'une famille rurale, cévenole, protestante, et d'une famille nombreuse, où les filles s'étaient placées comme gouvernantes, cuisinières, femmes de ménage, filles de ferme, pour payer des études à mon grand-père.
Donc des études à Montauban, puis à Toulouse. Je crois qu'il n'avait pas spécialement envie de faire des études de théologie. Il a fait des études en parallèle, il a fait des études de philosophie et d'anglais, mais par rapport aux sœurs qui finançaient les études, il a fait ses études de théologie et est devenu pasteur. Il a rencontré ma grand-mère, qui elle était d'origine du pays de Montbéliard. Sa famille avait été chassée de Thun en Suisse, où les anabaptistes, enfin, c'est-à-dire ces protestants qui choisissaient d'être baptisés au moment où ils étaient capables de le choisir, avaient été chassés du Jura suisse et avaient fondé une nouvelle collectivité dans le pays ce qu'on appelait le pays de Montbéliard et de Strasbourg. Et mon grand-père et ma grand-mère se sont rencontrés dans des rassemblements de jeunes protestants. Voilà. Donc, pour vous dire que Saint-Denis, pour moi, n'a pas vraiment compté parce que dès que nous avions 8 jours de vacances, on nous mettait dans le train. Mes parents nous mettaient dans le train et on retournait dans ce village du fin fond des Cévennes, qu'on appelle la Montagne Noire, et qui est un pays assez sinistre. Mais voilà, c'est là où j'ai passé une grande partie de mon enfance et de mon adolescence. Donc, ici, Saint-Denis, Paris, c'était l'école, l'apprentissage du savoir. Les Cévennes, le pays familial, c'était l'apprentissage de la vie. Et c'est deux choses bien différentes. Mais toutes les deux, l'un et l'autre, m'ont beaucoup marqué, m'ont formé d'une façon très particulière, qui fait que je suis ici aussi ce soir parce que je suis très attaché encore à cette éducation, à cette tradition. Parce que ce soit dans les Cévennes, enfin dans le fin fond du Languedoc ou à Saint-Denis, j'ai vécu quand même toute mon enfance dans la conscience d'appartenir à une marginalité qui avait son histoire, et que cette histoire-là était différente de celle des autres camarades que je pouvais fréquenter à l'école. Nous étions protestants et donc faisions partie d'une communauté minoritaire dans un pays catholique. Voilà, et ça, c'est toute une culture, ce sont des réseaux, ce sont des façons d'être, etc., qui sont différentes et qui m'ont beaucoup imprégné. Voilà. Pour l'anecdote, je peux vous dire quand même que le temple luthérien dans lequel mon grand-père a été pasteur était en face du théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis. Donc, je veux dire, il n'y avait qu'un pas à faire et à franchir pour passer de l'église au théâtre. Et en même temps, je crois que c'est pas tout à fait innocent non plus, parce que mon rapport au théâtre est quand même très empreint de religieux, de sacré, etc. Enfin, on en parlera sans doute un peu plus tard. Pour en finir avec le protestantisme, est-ce que cette empreinte, pour en finir avec la question particulière des protestants en France et du protestantisme, j'aimerais savoir en quoi cette empreinte religieuse que vous portez trouve un prolongement dans le théâtre. Je crois, sans me tromper, que Patrice Chéreau avait avoué avoir été très impressionné par des processions catholiques dans sa région d'origine et la théâtralité qu'il y avait dans les processions. Il n'y a rien de tel chez les protestants. Non. Je crois que Calvin ne voulait pas du théâtre Pardonnez-moi. Voilà, rien de tel dans le protestantisme. Et bien sûr, le pasteur porte la parole, ce qui est quelque chose de très important, mais... Très bien.
J'aimerais savoir quel prolongement vous pouvez sentir dans votre métier et dans le théâtre de cette forme très particulière de religion. Alors peut-être que Calvin n'aimait pas le théâtre, mais enfin Luther recommandait profondément le jeu du théâtre pour les enfants. J'ai découvert une lettre qu'il a écrite et que j'ai du plaisir à lire parfois quand on me la demande, mais Luther recommandait l'apprentissage la pratique du théâtre et l'apprentissage de la musique très tôt dans l'enfance, ce qui est assez réjouissant. Évidemment, dans la religion protestante, pas de procession, pas de décorum, etc., mais une théâtralité de la parole et la théâtralité du texte. Et je crois avoir été très impressionné dès l'enfance, des petits, par le verbe, les histoires que racontait mon grand-père et ses successeurs, ensuite le pasteur Greiner et puis mon oncle Bertrand Meyer. Cette parole en chair, ces paroles dites par quelqu'un qui racontait l'Évangile, qui racontait l'Ancien Testament et qui faisait méditer là-dessus, ça a été un exercice pour moi qui m'a fasciné, qui m'a intéressé. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, quand j'ai eu envie de faire du théâtre, j'ai quand même été imprégné de ça, et je me suis tout de suite senti attiré par un théâtre, non pas de divertissement, mais un théâtre spirituel, si j'ose dire. Je ne voudrais pas être pompeux, mais il est certain que, comme tout jeune acteur, à un moment donné, j'aurais pu choisir de faire du théâtre plus divertissant, plus drôle, plus comique, plus populaire, disons, dans un sens large du terme. J'ai toujours fait des choix qui me dirigeaient vers quelque chose de plus exigeant, et qui était sans doute en relation avec les valeurs que j'avais reçues dans cette éducation un peu austère, un peu sévère, contre laquelle je me suis révolté. Mais au fil des années, j'ai pu en apprécier les bénéfices, et c'est pourquoi je suis là aussi. Aujourd'hui, c'est parce que même si j'ai beaucoup renié en quelque sorte ce microcosme qui me donnait l'impression d'être enfermé dans une prison communautaire, et que la vie était ailleurs, la vie était plus large, la vie était plus ample, la vie était plus diverse que ce qu'on me proposait. Avec le temps, j'ai réalisé les privilèges que les valeurs qui m'ont été enseignées, la façon dont elles m'ont construite pour faire ce métier d'acteur. Vous avez donné l'an dernier une interview dans la revue La Vie, dont le titre s'intitule « S'offrir aux autres ». Et vous évoquez justement cette rupture avec ce microcosme. Et vous avez les mots très forts, vous dites « Dieu est tombé ». Alors, s'agit-il du Dieu de votre enfance, ou est-ce que c'est Dieu en général? Et s'il y a eu éloignement, est-ce que le théâtre vous a aidé à retrouver cette source première? Oui, Dieu est tombé. J'avais 14 ans et demi. J'étais au bord de faire ma confirmation, de confirmer mes vœux de baptême et la communion, donc je devais avoir une quinzaine d'années. Et j'étais un adolescent tourmenté et en même temps très, très intègre, je crois, très, très pur. Et je suis allé voir mon oncle, qui était le pasteur de la paroisse à cette époque-là. Je lui ai dit, je ne me sens pas prêt à faire cette confirmation de mes vœux de baptême.
je ne me sens pas prêt à communier, etc. Et j'ai argumenté, et il m'a simplement répondu, tu ne peux pas faire ça à ton père. Et là, quelque chose s'est écroulé en moi, parce que je me suis dit que je n'avais pas été entendu, que cette réponse n'était pas une réponse, et qu'il y a eu un écroulement, mais extrêmement douloureux, parce que j'aimais la foi que j'avais, j'aimais la foi, cette sécurité que j'avais en moi de Dieu et de toute cette éducation. Quelque chose s'est effondré brutalement, et ensuite tout ça s'est effrité dans un tourment et dans des angoisses et dans des doutes et dans un rejet de ma famille, de mes parents, de mon éducation, de tout ça qui m'ont mis en déséquilibre en tant qu'adolescent. Je veux dire, j'allais pas bien du tout. Enfin, tout le monde s'inquiétait pour ma santé mentale et physique. Et parce que ce doute n'a pas été reconnu, n'a pas été écouté. C'est très grave, je trouve, quand en plus quelqu'un de sa famille vous oppose ce refus au nom du père, au nom de mon père. c'est une chose très très grave, je trouve. Et j'ai mis beaucoup de temps à récupérer. J'ai gardé, moi, la foi. C'est-à-dire que j'ai la foi. Je ne sais pas si j'ai la foi en Dieu, je ne sais pas si j'ai la foi en Jésus-Christ. J'ai la foi. J'ai la foi dans ce que je fais, j'ai la foi dans mon travail, j'ai la foi dans mon rapport aux autres, j'ai la foi dans ce monde, dans la création de ce monde-là. Je suis en vie, je vis avec la foi. Mais je ne sais plus si c'est vraiment la foi chrétienne, si c'est la foi protestante, si c'est la foi. C'est la foi. Il y a environ 25 ans, vous avez réalisé une enquête sur le personnage de Paul de Tarse qui s'intitule « Le mystère Paul ». Vous êtes parti à la découverte des traces de Paul. Vous avez interviewé non pas des témoins bien sûr, mais des personnes qui pouvaient connaître ces traces, chrétiens, juifs, musulmans. Comment avez-vous vécu ces moments et est-ce que vous vous êtes dit, par rapport à cette foi-là, j'y vois plus clair en moi, ou il y a d'autres formes de foi qui sont meilleures, ou au contraire, je reviens finalement sur ma foi première? Moi, je pense que la foi, elle est une et indivisible, alors qu'elle soit chrétienne, musulmane, juive ou autre, il n'y a qu'une foi. Il y a plusieurs pratiques, il y a plusieurs façons de mettre en pratique cette foi, et c'est vrai qu'elle est substantiellement différente entre un chrétien orthodoxe, un musulman ou un rabbin, etc. Mais tous les exercices de la foi me passionnent, m'ont passionné. J'ai rencontré des êtres extraordinaires, qu'ils soient chefs religieux ou simples croyants. Je trouve que la foi, chez les personnes que l'on rencontre, est d'une puissance extraordinaire. Il y a une différence profonde, et je le vérifie tous les jours, entre des gens qui sont animés par la foi, qui peut être polymorphe, et ceux qui ne sont pas animés par la foi. Alors, dans votre apprentissage du théâtre, pour aborder l'étape suivante de votre vie, vous avez appris au contact des plus grands, Vitesse, Chéreau, Béjart, Streller. En quoi ces années vous ont-elles transformé ?
Alors, ça rejoint un peu ce que je disais au départ de cette conversation, c'est que, en fait, j'ai très vite senti qu'être acteur ne me suffisait pas, que j'avais besoin d'autre chose et je ne savais pas trop quoi. Jouer ne m'intéressait pas tant que ça, en fait. Jouer des personnages, mais dire des textes m'intéressait. C'est-à-dire qu'en fait, je suis devenu l'acteur que je suis aujourd'hui parce qu'il y a eu la médiation par les textes, pas par la construction des personnages, du polymorphisme qu'on peut avoir. Ce sont toujours les textes qui m'ont constitué et je relis ça effectivement à des émotions d'enfance quand j'ai écouté mon grand-père et puis ma famille en chair et à l'école du dimanche, au catéchisme, toutes ces histoires, toutes les lectures que je pouvais faire autour du christianisme, etc., m'ont passionné, j'ai aimé et j'aime encore toutes les histoires que je lis. Je lis l'Évangile, je lis l'Ancien Testament, je suis encore très amateur de toutes ces histoires, mais elles n'ont peut-être plus le message divin qu'on peut y mettre. Pour moi, c'est un intérêt c'est devenu un intérêt culturel, mais profond. Et les gens que j'ai pu rencontrer, comme ces immenses artistes que vous avez cités, ce sont des gens qui avaient aussi une foi sacrée dans le théâtre. C'était pas des amuseurs, c'est des gens qui cherchaient à travers leur art une espèce de transcendance, qui avaient une vie, qui mettaient une vie spirituelle dans leur création, et par un système d'élection, peut-être, que peuvent produire les rencontres. Quand j'ai rencontré Maurice Béjart ou Georges Ostreller, ou Vitesse ou les autres, rien ne me prédestinait à les rencontrer, en fait. Mais en parlant avec eux, en étant auditionné, puisque quand on est acteur, on est auditionné pour un rôle, on est auditionné, on est sélectionné, etc. Il s'est passé des choses mystérieuses qui font que j'ai été retenu pour travailler avec ces gens-là et que voilà. Et puis après, c'est de fil en aiguille, je veux dire, de réputation, de réussite de spectacle et de rôle, etc. Se construit un peu la réputation qu'on peut se faire en tant qu'interprète, en tant qu'acteur. Et après, c'est une question de choix personnel. Je veux dire, je choisis d'aller vers tel metteur en scène ou tel répertoire ou tel type d'œuvre ou tel autre, et refuser aussi tel autre. J'aimerais vous entendre sur Claudel, oui. Puisque votre personne est attachée à Claudel. Qu'est-ce qui vous fascine chez lui, alors qu'il représente d'un point de vue religieux l'antithèse de ce qu'il vous a donné? Et Claudel envoie, il y a au moins une dizaine de méchancetés sur les protestants dans Le Soulier de Satin. Est-ce que c'est précisément sa foi très catholique qui vous captive? Est-ce qu'il s'agit, ce qu'on peut comprendre quand on lit simplement ses annotations, il me semble qu'il a une inventivité scénique qui est exceptionnelle. Le Soulier de Satin date des années 20 ou des années 30, et quand on lit les didascalies, on visualise tout de suite les choses. D'où vous vient cette fascination pour Claudel? Alors, je dois dire que Claudel m'est tombé dessus à l'insu de mon plein gré. Parce que rien, évidemment, vous l'avez compris, ne me préparait à rencontrer cet auteur catholique, mais Oula, c'est lui qui se manifeste. C'était un catholique assez congestionné, disons, un catholique à globules rouges,
et qui traitait André Gide, le protestant, d'animal à globules blancs. Non, il se trouve que à 19 ans, on m'a proposé de jouer Louis Lehn dans l'échange, que je ne connaissais absolument rien de Claudel, ni de sa langue, ni de sa vie, ni de sa conversion, ni rien du tout. Simplement, donc on m'avait proposé de jouer ça à la faculté de Nanterre, à l'invitation des étudiants catholiques, voilà, c'est ça. Et au cours de la représentation, j'ai reçu des projectiles. Louis Lehn, au début de la pièce de l'échange, est nu sur une balançoire. Et c'était en fait les prémices de mai 68. C'était les étudiants du 22 mars qui ont chassé de l'université de Nanterre cette représentation de l'échange de Claudel. Et ça a été une initiation tellement violente pour moi, parce que ça a été comme une... J'ai réalisé le danger et la force que pouvait avoir le théâtre. Si on pouvait chasser ou envoyer des boulettes de papier comme ça sur des acteurs qui étaient en train de dire un texte, c'est que c'était un métier dangereux qui exposait, où la parole pouvait être contestée, niée, chassée, etc. Et tout d'un coup, ça a été comme une révélation. Une révélation de ce que pouvait être le théâtre, et c'est ce danger, ce risque-là que j'avais envie de vivre. Alors, je dois dire qu'au cours de théâtre que j'avais fréquenté, beaucoup de jeunes filles passaient, la jeune fille Violaine, les rôles de Marat et de Violaine, etc., et que je trouvais ça d'un ennui épouvantable. Cette mélopée continuelle, géniarde, sentimentale, poético, je sais pas quoi. Je trouve ça ennuyeux au possible. Et puis, quelques années après, on m'a proposé de jouer la jeune fille Violaine au Théâtre des Mathurins. Et j'ai retrouvé, mais passionnément, la beauté de cette langue, la beauté un peu comme cette beauté que je pouvais trouver dans les psaumes ou dans le Cantique des Cantiques ou dans les lectures de mon enfance ou dans toutes ces paraboles que j'avais entendues. C'est un texte qui élève, qui vous prend par les cheveux et qui vous met 20 cm au-dessus du sol. Et alors cette parole-là, cette poésie-là, parce que c'est une parole poétique, évidemment je la connaissais chez les poètes que j'adorais, Rimbaud en particulier, Baudelaire bien sûr, et beaucoup d'autres. Et tout d'un coup, je trouvais que la poésie s'incarnait au théâtre. Et c'est ça qui m'a plu. C'est pas la religion, c'est pas la foi catholique qui m'a plu, c'est la puissance du verbe. J'ai retrouvé chez Claudel la puissance du verbe qui m'avait tant impressionné quand j'étais enfant, à travers les paraboles et la parole biblique qui m'avait nourri, en quelque sorte, pendant l'enfance. Et donc ensuite, l'expérience du soulier de satin, du partage du midi, etc. Il se trouve que ce goût pour la langue a été reconnu, a été entendu. Donc du coup, on se disait, s'il y en a un qui peut dire un texte de Claudel, vous devriez essayer de contacter Didier Sandre, etc. Bon, les choses se sont faites un peu comme ça. Et le soulier de satin, quand Antoine Vitesse m'a proposé le soulier de satin, quand j'ai lu la pièce, je me suis dit, mais je n'y comprenais rien, mais rien. Je me disais, mais qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que je ne comprenais pas du tout malgré la beauté de la langue que je reconnaissais, mais je comprenais rien.
Et puis je me suis mis à le dire à haute voix. J'étais à Bruxelles, à ce moment-là, je travaillais avec Maurice Béjart. Et en le lisant à haute voix, en entendant la parole du texte, j'ai commencé à rentrer dans ça. Et j'ai retrouvé cette émotion dont je vous parlais, cette émotion que peut donner le verbe, que peut donner la langue. Et c'est ce théâtre-là que j'aime. Et bien sûr, le soulier de satin, pour moi, met un point final à une certaine œuvre de Claudel. Après, il s'est occupé beaucoup de la traduction des psaumes, etc. Enfin bon, une chose beaucoup plus catholique. Mais jusqu'à la fin du soulier de satin, son théâtre, sa poésie est empreinte d'une expérience personnelle intime, comme ça, qui est toute sa vie consulaire, tout son exil, sa sœur, sa famille, sa rencontre avec Rosalie Vetch sur le bateau, cet enfant adultérin, enfin bon, sa tentative de devenir moine à Ligugé, ce refus, le fait d'avoir été rejeté par Dieu dans cet engagement à l'abbaye de Ligugé. Tout ça, tout ce Claudel-là est dans sa poésie et est dans son théâtre jusqu'au point final de Soulier de satin. Et c'est ce Claudel-là que j'aime. Voilà. Concernant Molière, vous avez, il y a 2 ans, je crois, monté un spectacle qui a le titre assez mystérieux « On ne sera jamais Alceste ». Oui. Pourriez-vous nous dire quel était le projet de ce spectacle ? C'est un spectacle qui est tiré des leçons de Louis Jouvet au Conservatoire sur cette première scène du Misanthrope entre Alceste et Philinte. Ce sont des cours, donc, qui ont été adaptés pour la scène, où tour à tour, on est 3 acteurs, on est tour à tour à la fois les élèves essayant de jouer Philinte, essayant de jouer Alceste sous les conseils du 3e acteur qui est Louis Jouvet, donnant son appréciation sur ce que font les élèves à travers leur interprétation. Et donc on est tour à tour les élèves, plutôt mauvais, et le patron. Voilà, on tourne tous les 3, on est de temps en temps les élèves et de temps en temps le professeur. Voilà. C'est une pédagogie d'acteur assez drôle en fait, parce que c'est une façon de montrer aussi au public à quel point le travail d'interprétation est aussi un travail de répétition, de rabâchage, d'angoisse de la mémoire, d'incompréhension de ce qu'on dit, etc. C'est toute une... Le public a accès un peu à toute cette cuisine intérieure qui a lieu avant la présentation, avant la représentation. Tout ce travail de répétition, laborieux, pas toujours très drôle. Puisque nous parlons de Molière et du grand siècle, vous êtes connu pour vos rôles en costume, pour parler très simplement. Tout le monde se souvient de Louis XIV, bien sûr, dans l'Allée du Roi. Moins connu, mais parce que s'adressant dans un contexte historique très précis, je pense à Monsieur de Méline, dans le téléfilm sur Saint-Germain ou la négociation. Avez-vous un plaisir particulier à vous travestir dans une autre époque ? Et quelle est peut-être l'époque historique que vous auriez souhaité vivre ? C'est intéressant parce que cette question est intéressante parce que c'est une question que je me pose souvent. Un journaliste a dit un jour de moi que j'étais quelqu'un d'assez flou. Je ne l'ai pas très bien pris sur le coup parce que je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire exactement. Et au fur et à mesure, cette image m'est restée parce que je pense que c'est vrai. Et
pourquoi j'ai eu beaucoup de mal, par exemple, à trouver du plaisir, à faire des films contemporains, à faire des téléfilms contemporains. Pourquoi je me sens toujours mal dans ma peau quand il s'agit de représenter un banquier, un père de famille, un préfet, un mari trompé, etc. Je me sens mal, je ne me sens pas très bien, je me sens mauvais et pas adapté. Et en fait, c'est parce que j'ai un rapport à la réalité des choses. Sans doute aussi c'est dû à ce que nous évoquions tout à l'heure, cette enfance passée à ingurgiter des histoires et des histoires, que mon rapport au réel en a été un peu compliqué et que la réalité du quotidien, des choses comme ça, m'intéresse assez peu. Et que c'est vrai que dès qu'on me met une perruque et un chapeau, j'ai l'impression d'exister et que je deviens moins flou. Je ne sais pas tellement comment répondre mieux que ça. C'est évident qu'à partir du moment où je voyage dans le temps, avec une langue, avec un texte, avec un costume, je fais un voyage qui me porte, qui m'intéresse, alors que notre époque est passionnante, mais je veux dire, elle ne me fait pas rêver. Elle voilà, j'ai essayé, hein, j'ai vraiment essayé, mais je n'ai pas de plaisir. Vous avez fait allusion à l'instant au public. Je voudrais savoir comment vous percevez un public et comment portez-vous un texte devant un public que vous sentez très froid ou peu réceptif. Est-ce qu'il vous arrive d'être obligé d'adapter votre jeu en fonction du public, ou est-ce que vous jouez ce que vous avez envie de jouer et ce que vous pensez jouer au mieux ? Oui, alors, jouer, pour moi, c'est une relation au travail. Quand je prépare un rôle pour une pièce, etc., je travaille. Je travaille beaucoup parce que j'ai pas tellement de facilité, disons. Je suis pas aussi agile que d'autres acteurs. J'ai besoin de beaucoup travailler pour obtenir un rôle, pour obtenir ce que j'ai envie de faire dans un rôle. Donc, quand j'arrive à la première représentation, après tout le travail des répétitions et le travail personnel que j'ai pu fournir, je me dis, voilà, je vous présente mon travail. Si vous le voulez, je suis le plus heureux des hommes, c'est une récompense extraordinaire, merci. Si vous n'en voulez pas, je suis désolé, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire. Si c'est raté, c'est raté, j'en suis navré. Mais j'ai pas, donc je veux dire, je ne vais pas chercher à convaincre en modifiant mon jeu que ce que j'ai fait est bien malgré tout, etc. Non, si vous en voulez, très bien, c'est parfait, c'est génial. Si vous n'en voulez pas, tant pis. Mais tant pis, je recommencerai demain avec un autre public. On verra comment ça se passe. Bon, c'est important ce que vous dites parce que par rapport même à l'éducation, à toutes les valeurs dont on parlait en début de conversation, c'est que la relation au travail est une valeur très importante, a été une valeur très importante dans mon éducation, et je crois que c'est une valeur importante chez les protestants. Et que la communication avec les autres par le travail, plutôt que par un barbecue, par exemple, pour moi est très intéressante et très importante. Je préfère dialoguer. Et cette relation-là au travail, je l'ai aussi dans mon métier.
je travaille beaucoup et je présente mon travail. Parce que le métier de l'acteur, c'est aussi un travail. C'est pas un divertissement personnel. C'est pas. Bien sûr, on dit qu'on joue. Donc on peut penser qu'on passe son temps à jouer. Mais pour jouer, c'est un long travail, souvent assez rébarbatif. Et en avançant en âge, je veux dire, les problèmes de la mémoire, par exemple, se compliquent. Et Dieu sait s'il faut beaucoup travailler pour arriver à se libérer de tout ça. Donc, les gens qui viennent au théâtre, je veux dire, j'ai une admiration énorme pour les spectateurs. Et quand j'ai travaillé dans le théâtre privé, souvent dans les rideaux, il y avait un petit trou, je pouvais regarder le public arriver, etc. À la Comédie Française, on a un rideau de fer qui empêche de regarder le public arriver, le public s'installer. Et ça me gêne. Parce que ces gens ce public qui a loué ses places depuis très longtemps, qui se fait une fête, qui a réservé, coché la date sur l'agenda, fait garder les enfants, essayer de garer la voiture, tout ça. Et ils arrivent, ils s'assoient parce qu'il va se passer quelque chose sur une scène. On va leur raconter une histoire qui les concerne ou pas, qui les fera rire ou pas, qui les fera pleurer ou pas. Je trouve que c'est un moment de magie que rien ne remplace. Ni le cinéma, ni le concert, ni rien du tout. C'est très particulier, c'est très archaïque en fait. À partir du moment où il y a eu homme, il y en a eu un pour s'asseoir sur une pierre et raconter une histoire à un autre. Je veux dire, c'est comme ça. Et j'adore ce contrat-là entre... Donc pour moi, c'est pas du tout une question d'aller séduire par un jeu de scène, par faire rire ou pas rire, etc. C'est comme un échange... J'ai envie que les gens ressortent de la salle en se disant « je suis meilleur, je me sens mieux, je me sens, je sais pas, modifié, différent ». Bon, qu'on se soit... j'ai rien contre les pièces de divertissement où on rit, etc. J'adore rire aussi, bien sûr, mais si on parle de mon travail et de ma relation au travail et au public, au spectacle et au public, c'est ainsi. Est-ce que votre entrée à la Comédie Française, dont vous êtes sociétaire depuis 2020, a modifié votre façon de travailler? Est-ce qu'il y a une façon de travailler qui est propre à la Comédie Française? Absolument. C'est-à-dire, avant d'entrer à la Comédie Française, j'ai joué une pièce qui m'avait passionné, qui était les rapports entre Richard Strauss et Stefan Zweig. J'ai joué cette pièce avec Michel Aumont, qui jouait Richard Strauss, et moi je jouais Stefan Zweig, dans les moments où Richard Strauss était directeur de la musique du Troisième Reich et Zweig, évidemment, en tant que juif, universaliste comme ça. Bon, c'était cette relation étroite puisqu'ils ont écrit un opéra ensemble. J'ai été passionné par cette pièce. À peine avait-elle commencé, on avait fait 10 ou 15 représentations et j'ai eu un accident de moto assez important qui m'a immobilisé pendant 1 an. Et donc une expérience de vie un peu difficile. Et le producteur du spectacle, c'est le Théâtre des Variétés, a dit on arrête le spectacle et on attend que vous soyez rétabli pour reprendre le spectacle tel qu'il était. C'était un geste d'amour tellement formidable. Toute la distribution a attendu que je sois guéri pour reprendre le spectacle, ce spectacle que j'aimais. On a fait une grande tournée en France, on l'a rejoué au Théâtre de la Madeleine, etc. Et quand ça s'est terminé, je me suis posé vraiment la question de savoir ce que j'allais faire après un aussi beau cadeau de la vie, un aussi beau cadeau de théâtre. Je me suis dit, rien, peut-être rien. J'ai déjà beaucoup joué. Aller au théâtre sans nécessité,
son désir de partage, uniquement pour faire son travail ou gagner sa vie, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Donc le premier mois, bon, j'étais assez confortable dans cette décision. Le deuxième mois, je commençais un petit peu à me poser des questions. Le troisième mois, c'était plus compliqué. Je me suis dit, bon, il va bien falloir payer son loyer, etc., continuer à vivre. Et sur ces entrefaites, Muriel Mayette, mon agent m'a dit, Muriel Mayette voudrait vous rencontrer. Je me suis dit, ah bon, etc. Donc elle m'a dit, il me manque un acteur. Voilà, je peux vous engager uniquement pour un spectacle, pour le spectacle dans lequel il me manque un acteur. Mais si vous le souhaitez, nous en serions ravis, vous pouvez rejoindre la troupe. J'ai fait semblant d'hésiter un peu. Et puis, j'ai dit oui. C'était la 4e fois qu'on me proposait de rentrer à la Comédie Française. Jusqu'à maintenant, j'avais toujours refusé, au nom de cette fable de La Fontaine, du loup et du chien. Je préférais être un loup efflanqué, mais libre de choisir ce qu'il faisait ou ce qu'il ne faisait pas, plutôt que d'être un chien, voilà, bien nourri, bien cajolé, etc., mais avec un collier. Et donc j'ai quand même un peu réfléchi, j'ai un peu consulté des amis, des gens de la maison que je connaissais. Ils m'ont dit, tu sais, le train passera pas une 5e fois. J'ai réfléchi. Et à la Comédie Française, il y avait des tas de choses que je ne savais pas du théâtre. Jouer en alternance, par exemple, jouer 2 spectacles dans la même journée, en en répétant un 3e. Apprendre un spectacle sur une vidéo, par exemple, ce qui m'est arrivé pour le Cyrano de Bergerac, dans lequel j'ai repris le rôle de De Guiche. J'ai appris ça sur une vidéo, toutes les places, le texte, etc. J'ai répété 2-3 fois avec les partenaires en salle de répétition et filage, premier filage. Je ne connaissais pas la moitié des acteurs qui étaient sur le plateau, je n'avais jamais joué avec eux. Dans les grandes tirades de De Guiche qui raconte sa bataille, quand je me trompais d'un mot, j'en avais 10 qui me rectifiaient derrière, etc. Je vous dis ça, vraiment, bon, avec toute la carrière que j'avais déjà derrière moi, c'était des choses que je ne connaissais pas. Jouer les damnés, par exemple, en matinée, et jouer les fourberies de Scapin le soir, je veux dire, c'est-à-dire aller de la tragédie, de la grande tragédie historique à la pièce de divertissement de Molière, je veux dire, c'est des choses que je ne connaissais pas. Donc là, je me suis mis à apprendre tout à fait autre chose, parce que la Comédie Française, c'est pas simplement un théâtre, c'est une entreprise. C'est une entreprise de 450 salariés et les acteurs ne sont que 60. Donc on est en minorité, bien que c'est nous qui produisions les spectacles et que le public vient voir. Mais c'est toute une vie d'entreprise dans laquelle la législation du travail, les comités d'entreprise, le Noël des enfants, l'infirmerie, tout ça, c'est une vie d'entreprise que je ne connaissais pas. Et je voulais être acteur justement pour ne pas être dans une entreprise. Je n'avais pas envie de vivre la vie d'entreprise. Et d'un coup, je me retrouverais à plus de 60 ans dans une entreprise, voilà, qui marchait comme ça. Et j'en suis très heureux, parce que j'apprends énormément de choses. En ce moment, on est en plein dans les problèmes de discrimination au travail, de gestes déplacés, de choses comme ça. Ça fait des réunions et des réunions et des réunions. Mais sur des sujets de société Donc, la Comédie Française ne me
en tant qu'acteur, en tant qu'artiste, ne me protège pas de la vie sociale et de la vie de la société. Elle m'immerge au contraire dedans, chose que je ne ferais pas si je continuais à être intermittent du spectacle, parce que je n'irai pas voir là où ça ne m'intéresse pas. Or là, je suis obligé de m'intéresser à des choses voilà, qui font partie de nos vies, qui font partie de la vie des enfants, de la jeunesse qui monte comme ça, et de la nouvelle société qui s'organise et tout. Ça m'oblige à faire des efforts que je n'aurais peut-être pas fait de mon propre chef, quoi. Alors c'est en même temps une expérience artistique hein, très forte, et en même temps c'est une immersion dans le monde du travail. Voilà. Une dernière question, si vous permettez, sur vos rapports avec la musique. Vous avez donné vous avez prêté votre voix en accompagnement de partitions. Vous avez travaillé très fréquemment avec des musiciens. Qu'est-ce que la musique vous apporte en plus de votre travail d'acteur? Alors, bon, revenons à la culture protestante et à l'éducation protestante, où la musique tient une place importante, en tout cas dans ma famille. La culture, c'était la musique et la Bible, hein, c'est tout. Donc, la musique, ma mère jouait du piano. Et dès qu'on a été, en même temps que l'école du dimanche, on a été envoyé à l'école de musique. Je dis on parce que mes frères et sœurs aussi. Et donc j'ai appris le solfège, la théorie, etc. et le piano. Je me débrouillais pas mal, donc on m'a mis à l'orgue. Donc j'ai joué de l'orgue, j'accompagnais l'école du dimanche, là-haut. Et puis à l'adolescence, quand mes pieds ont commencé à faire les gammes avec les pieds, tout ça m'a paru d'un ennui épouvantable. Et j'étais déjà un peu tourmenté par le théâtre. Et on chante beaucoup aussi, on chantait beaucoup dans mon enfance. La chorale prenait une place très importante. J'avais une jolie voix, donc je faisais des choses tout seul. Tout ça, c'est à la tribune, là-haut. J'adorais la musique, quoi. C'était extraordinaire. Et puis, quand j'ai commencé à faire du théâtre, tout ça, j'ai envoyé tout valdinguer, comme on dit. Et puis, avec la maturité, je veux dire, le fait de pouvoir lire la musique m'a mis en contact avec Pierre Boulez, en toute simplicité, qui cherchait un acteur qui savait lire la musique pour faire des masterclass sur l'histoire du soldat. Voilà, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier à de nouveaux cycles, et ça a donné aussi une réconciliation intime en moi entre ma formation, mon univers d'enfant, d'adolescent, comme ça, et ce que je pouvais en faire avec mon métier d'acteur. Et du coup, évidemment, on n'est pas nombreux dans la profession à pouvoir lire une partition. Donc ça s'est su, et donc j'ai été sollicité par des groupes, par des orchestres, par des pianistes, par des ensembles musicaux comme ça, pour jouer, pour être le récitant d'œuvres spécialement écrites pour récitants et orchestres ou formations musicales, ou pour des créations. Voilà. Et je continue, et c'est un travail auquel je tiens beaucoup maintenant. Je crois que le moment est venu de mettre un terme à notre échange bilatéral. Place à des questions du public. Je vais passer le micro plutôt à Hervé, s'il y a des questions dans la salle. Bonsoir, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Proche, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler
On n'entend pas les questions. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre expérience avec Maurice? Alors, je vais commencer. Bon, je vais essayer d'être bref parce que, en fait, quand j'allais à l'école de musique, comme je viens de vous le dire, c'était l'école de musique municipale et à côté, il y avait un cours de danse, comme ça. Et j'allais regarder, en attendant mon tour, j'allais regarder dans les hublots les petites filles danser et les garçons danser. Et je voulais absolument être danseur. Je voulais absolument faire les mêmes mouvements comme ça. J'étais bon. Et puis quand j'ai demandé à mes parents si je pouvais faire de la danse, on m'a dit que j'étais déjà assez efféminé comme ça et que si je voulais faire du judo, oui, mais de la danse, non. Donc voilà. Et dès que j'ai pu voler de mes propres ailes avec ce projet d'être acteur, j'ai pris des cours de danse. Et j'ai adoré ça. Et je pense que la connaissance, de toute façon, la connaissance de son corps pour un acteur est extrêmement importante. Et je suis très content d'avoir eu cette passion du mouvement et du corps humain, du déplacement, de ce que le corps humain pouvait exprimer. Et ce qui fait que quand Béjart a monté un projet particulier, c'était le martyre de Saint-Sébastien, de Debussy et de D'Annunzio, dans lequel l'empereur Donatien, Domitius, est le coryphée du corps de ballet. Donc il faut à la fois un acteur, parce que c'est un rôle parlé, et quelqu'un qui puisse bouger. Donc je suis allé à Bruxelles, à Moudra, son école, et j'ai fait la barre. J'avais 40 ans, et c'est un souvenir extraordinaire. Et on a joué à la Scala de Milan, et il y a un journaliste qui a dit « Quelle belle reconversion pour un danseur !» que de pouvoir jouer l'empereur Domitius dans le martyre de Saint-Sébastien. J'étais assez fier. Après, il m'a redemandé de faire quelque chose dans la 9e symphonie de Beethoven à l'Opéra de Bastille. Comme vous le savez, Béjart était quelqu'un d'extrêmement magnétique, enfin de fascinant. Il avait un regard un peu de serpent hypnotiseur. Et c'est une personnalité extraordinaire, à qui je devais des souvenirs magnifiques du temps où il avait travaillé avec Georges Donne et tout ça. Donc je ne sais pas quoi vous dire de plus que ça a été pour moi, je ne sais pas, comme Patrice Chéreau, comme Vitesse, comme d'avoir... Ce sont des maîtres. On gagne beaucoup à travailler avec des maîtres et à être... et à être leur ouvrier. Après la danse, la musique, quelle a été votre expérience avec Pierre Boulez, dont l'autoritarisme est... Mais écoutez, Pierre Boulez était quelqu'un de plutôt discret, enfin si je m'exprimerais ainsi, c'est quelqu'un qui ne se livrait pas beaucoup, qui parlait très peu, mais qui était extrêmement convivial et amical. Et il n'y avait pas besoin de beaucoup se parler pour se sentir en contact avec lui. Moi, j'ai une expérience très particulière. Je crois que des musiciens habitués à travailler avec lui vous parleraient sans doute d'une façon très, très spécifique. Moi, il me considérait comme un comédien, travaillant avec son ami Patrice Chéreau, etc. Donc, j'avais un statut un petit peu privilégié, si j'ose dire, avec un rapport qu'il n'avait peut-être pas avec d'autres musiciens.
Et quand j'ai travaillé avec son ensemble, l'ensemble intercontemporain, à plusieurs reprises avec lui ensuite, c'était dans un rapport assez distant. C'était pas quelqu'un, c'était pas un copain, hein, c'était pas quelqu'un qui copinait, c'était quelqu'un qui travaillait à distance et qui était totalement investi dans son travail. Et je dois dire que ça me convenait très bien parce que moi aussi, je suis assez peu conversationnel et j'aime bien faire mon travail et voilà, et qu'on me considère pour le travail que je puisse faire, que les conversations ou les cafés qu'on puisse prendre au bistrot ou les petits verres ou les petits repas, etc., m'intéressent assez peu. Je vous parlais tout à l'heure du barbecue et c'est un peu ça, quoi. Moi, j'aime bien faire bien mon travail, etc. Et je demande aux partenaires, je ne demande pas plus que ce qu'ils peuvent donner. Bonsoir. C'est moi. Bonsoir. Vous avez cité Patrice Chéreau à plusieurs reprises. J'aimerais bien savoir comment vous gérez des situations qu'on vit beaucoup en ce moment entre l'homme et l'artiste. Des situations qui opposent parfois les deux dans les débats qui sont nombreux aujourd'hui. Si j'ai bien compris, vous pensez que Patrice Chéreau est quelqu'un de différent en tant qu'homme et en tant qu'artiste ? Alors moi, je pense. Moi non plus. Mais je pense que le film qui a été Les Amandiers a subi un espèce de bashing épouvantable au moment de sa sortie. Alors, oui. Parce que justement, cette... Ah bah comme ça, je ne vais pas mettre dans ma bouche. Oui, parce que cet homme a été à son... Et donc, bon, enfin, on parle de Patrice Chéreau parce que Patrice Chéreau, mais c'est le cas de beaucoup d'autres personnages. On pourrait parler de Polanski, Depardieu et d'autres. Et donc, comment est-ce que vous, dans votre vie, et dans votre vie aussi d'artiste, comment vous-même vous le vivez ? Écoutez, j'ai vu ce film dont vous parlez. Moi, je n'ai pas vécu du tout Patrice Chéreau comme l'actrice la réalisatrice du film l'a vu. Je pense que est-ce que c'est sa génération qui le percevait comme ça, mais moi je n'ai jamais eu ce rapport-là avec lui. Je ne l'ai jamais vu dans cette pratique dictatoriale, etc. C'était quelqu'un d'extrêmement exigeant, d'extrêmement qui demandait beaucoup, qui ne se contentait pas d'avoir un rapport avec les acteurs. Ce qu'il voulait, l'acteur ne l'intéressait pas, il voulait l'artiste qu'il y avait possiblement derrière l'acteur. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Évidemment qu'il faut consentir à passer à travers la moulinette, parce que quand on est dirigé par Patrice Chéreau, que rien de ce qu'on fait ne lui agrée, quand on se sent toujours mauvais sous son regard, je veux dire, ça crée des gouffres, des incertitudes, des troubles, des insomnies, bien sûr, etc. Mais quoi de plus généreux de sa part de demander à un acteur de donner ce qu'il a de meilleur en lui et où il faut aller puiser pour donner ce meilleur, même si on souffre en tant qu'acteur, je veux dire, en tant qu'artiste, on est grandi. Je pense qu'il exigeait de vous. Moi, c'est quelque chose que j'attendais, même si j'en ai bavé beaucoup, hein, jusqu'à avoir envie de ne plus renoncer, de travailler avec lui, parce que la vie devenait trop angoissante, etc. Mais je pense que Patrice prenait les acteurs par la main et voulait les emmener
au-delà d'eux-mêmes et essayer de faire d'eux des artistes avec leur consentement. Et alors ceux qui consentaient, je pense qu'ils ont gagné des choses inoubliables pour tout le reste de leur carrière. Et ceux qui n'ont pas, que ça n'a pas intéressé, ils sont restés les acteurs qu'ils étaient déjà. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, mais le regard de Valéria sur Patrice, je ne le partage pas. Oui, bonsoir. Alors vous avez un rapport protestant au travail, presque ascétique. Par certains aspects de votre propos, j'ai pensé par exemple à quelqu'un comme Jean-Louis Trintignant, qui avait aussi un rapport au texte presque détaché, mais voilà, à la fin, il y avait une sorte d'ascèse dans son approche, et ses derniers récitals de poésie étaient vraiment des épures formidables, et il avait aussi une proximité avec les Cévennes, puisqu'il habitait pas loin d'Uzès. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez la réputation d'être dans le métier un comédien protestant, entre guillemets? Est-ce que vous avez cette réputation-là? Et est-ce que vous connaissez dans votre métier des personnes qui assument une filiation protestante ou une foi toute courte? Voilà. C'est vrai qu'en général, les gens qui sont d'origine ou d'éducation protestante, on les repère. On les repère d'assez loin. Et je crois que Éric Ruff et moi, nous nous sommes repérés sans savoir. Lui, il ne connaissait pas du tout mon passé, je ne connaissais pas le sien non plus. Mais on s'est vraiment reniflé, je dois dire, jusqu'à se démasquer. Et c'est fou parce que ça crée vraiment une complicité qui échappe à tout le monde. Je veux dire, mais je connais ses raideurs, je connais ses colères, je connais sa profondeur aussi, qu'il cache aussi beaucoup, et son aspiration spirituelle profonde. Même si je pense je pense pas que ce soit quelqu'un qui ait une foi pratiquante, mais dans tout son travail, dans tout son dialogue, et en ce moment sur le soulier de satin, pour qui je travaille avec lui en ce moment, je veux dire, et quand j'ai fait la messe là-bas aussi, c'est lui qui m'a pas coaché, mais enfin c'était sous son regard quand même. Il était totalement partie prenante du chemin spirituel que peut avoir un acteur à travers les textes. Oui. Bonsoir. Si vous pouviez interpréter un personnage de la Bible, qui choisiriez-vous? De la Bible. J'aime bien Judas, parce qu'il a été mis à part, parce qu'il a été choisi pour accomplir ce qu'il avait à faire. Bonsoir. Bonsoir. C'est incroyable, j'allais poser une question qui recoupe celle... Alors, je ne suis pas chanteuse, comme quoi. J'allais vous poser une question qui rejoint celle de Mademoiselle. Quel est le personnage de la Bible qui vous a touché particulièrement, ou peut-être aucun, dans la Bible? Le personnage de théâtre? De la Bible. Comment? Non, dans la Bible. Est-ce que... Dans la vie? Dans la Bible. Je ne suis pas au bon. Si un personnage, vous avez répondu, c'est Judas. Si un personnage de la Bible vous avez touché particulièrement lorsque vous étiez enfant, lorsque vous avez eu vos cours d'instruction religieuse? Mais Jésus. Marie-Joseph. Il ne faut pas dire Marie dans un temple protestant. Mais Jésus, je veux dire, c'était...
moi, pour un enfant, comme enfant, il a illuminé mon enfant. Je veux dire, l'histoire de Jésus du début jusqu'à la fin, je veux dire, pour moi, est une aventure extraordinaire et sublime. Je veux dire, on peut pas... Je sais pas, il y a matière à réfléchir, à penser, je sais pas, c'est... Oui, que même en tant qu'aujourd'hui, disons, non chrétien, je veux dire, le personnage de Jésus, je le trouve absolument extraordinaire. Vous n'êtes pas le seul. Comment? Vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas le seul. Non, je pense. Oui. Mais j'aime bien justement la communauté que ça crée dans cette adhésion à ce qu'il est, aux valeurs qu'il a portées, voilà, je veux dire, c'est... Alors moi, c'est Jérémy, parce qu'il se plaint tout le temps, et Marie-Madeleine. Et je voulais dire aussi quelque chose de plus général. Vous disiez que vous aimiez sortir de scène en vous disant que vous aviez apporté quelque chose au public. Vous les aviez rendus plus heureux. Là, vous venez de nous rendre plus heureux, comme d'habitude. Vous vous exprimez à l'oral comme vous écrivez, ce qui est assez rare, avec toujours une profondeur, une intelligence, des mots extrêmement sous-pesés et sans triche. Ben, merci. Merci Didier. Merci. Je propose que nous mettions un point final. Non, il y a une dernière question. Oui, à un certain moment de votre enfance, vous êtes trouvé dans un univers catholique et vous avez dit que vous avez ressenti des valeurs et des comportements différents et j'aurais bien aimé en savoir plus. Je n'ai pas bien compris. Pendant un certain moment de votre enfance, je crois que c'était à l'école, vous êtes trouvé dans un univers catholique. Et vous avez dit que vous avez vu des différences de valeurs et de comportements entre les autres et vous qui étiez minoritaires, protestants, tout ça. Merci. Évidemment, à l'école, au lycée, enfin pendant toute l'éducation, la majorité des camarades étaient catholiques. Et j'admirais beaucoup, je les enviais beaucoup quand ils racontaient la confession des péchés, par exemple. Je trouvais ça assez extraordinaire de pouvoir confesser ses péchés à quelqu'un et qu'ensuite on reparte en se disant ça y est, ben c'est comme si j'avais rien fait, quoi. Alors que les minutes de silence à l'école du dimanche et au culte, les minutes de silence qui étaient censées être occupées par la confession des péchés. Et ensuite, je dis mais qu'est-ce que je pourrais bien, j'ai plus envie de, qu'est-ce que j'ai fait de mal, enfin se triturer les méninges pour se trouver les péchés. Oui, j'ai menti, non, j'ai pas menti cette semaine, bon, etc. Et ensuite, cette absolution dont on n'est absolument pas sûr, quand le pasteur vous donne la rémission des péchés, il n'y a rien de plus douteux. Alors que quand le prêtre catholique vous dit tu fais 3 ave de pater et 3 ave, bon, on se dit ça y est, j'ai payé quoi si j'ai fait. Donc cette incertitude de la rémission de ce qu'on peut faire de mal ou en pensée ou en acte, etc. Cette incertitude-là engendre de la culpabilité. Beaucoup, et je pense que dans la religion protestante, enfin, le rapport à la culpabilité est quand même assez fort. Et à mon avis, ça vient beaucoup de ce genre de situation où on est dans le doute absolu du pardon, de la rémission. Juste une question. Vous avez
tracé toutes sortes d'aspects du protestantisme sous vos yeux et c'était absolument fascinant. Vous avez magnifiquement défendu la splendeur de la langue, le théâtre de la parole. Est-ce que vous avez été tenté d'écrire pour le théâtre? Non. Et dans ce cas-là, pourquoi? Quand on a un tel attrait pour la langue et un tel respect pour cet instrument magnifique. Alors, je vais répondre à quelque chose qui va peut-être vous surprendre et qui n'est peut-être pas très catholique pour le coup. C'est que je pense que je n'aime pas suffisamment le théâtre pour pouvoir écrire pour le théâtre. J'aime mon travail au théâtre, mais si j'écris, et en ce moment j'essaye d'écrire, c'est pas du théâtre. Et de même qu'on demande souvent, on me demande souvent pourquoi vous ne faites pas de la mise en scène, parce que vous avez un discours sur le théâtre, sur les acteurs, etc. Ça ne m'a jamais intéressé de mettre en scène une pièce de théâtre. Si j'ai pu être intéressé par diriger un spectacle, ça a toujours été à partir de la littérature et de la musique, mais jamais du théâtre. Il y a tellement de gens qui le font bien, et très bien, et pourquoi se mêler pourquoi rajouter une voix de plus? En plus, je crois que prendre la responsabilité d'un spectacle de théâtre, c'est pas simplement une responsabilité artistique, c'est une responsabilité sociale, c'est presque une responsabilité politique aussi, de qu'est-ce qu'on a à dire sur une pièce, etc. Qu'est-ce qu'on a à communiquer avec les autres? Moi, je suis beaucoup trop en incertitude sur ce qu'on peut partager. À travers un rôle, je peux. À travers un groupe, à travers une chose qui est organisée en dehors de moi, j'arrive à trouver ma place. Si je suis en tête de gondole, si j'ose dire, je suis perdu parce que j'ai beaucoup trop d'incertitude et de doutes. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé, on entend là, de vos travail avec des maîtres comme Chéreau. Grands maîtres avec lesquels vous avez pu travailler. Alors, vous avez travaillé avec des grands maîtres tels que Chéreau, Béjart. Aujourd'hui, quels sont les équivalents, s'il y en a? Mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent. Non, ça veut dire qu'il y a d'autres formes de théâtre. Je veux dire, le théâtre, comme les auteurs, comme pour la musique, comme pour la poésie, comme pour les films, comme pour ça, tout fonctionne par cycle. Je suis d'une génération qui a bénéficié d'un cycle extraordinaire de grands metteurs en scène. Aujourd'hui, le théâtre est en train de changer, se pratique d'une façon différente. Le théâtre que j'ai fait a été produit aussi dans une période de grande prospérité économique, où beaucoup d'argent était consacré au théâtre et donné aux metteurs en scène de théâtre et par la subvention publique. Aujourd'hui, l'argent se fait rare, les jeunes travaillent autrement, travaillent en équipe, sont passionnés par une écriture ce qu'on appelle l'écriture de plateau, par exemple, c'est-à-dire ils prennent une pièce qui va se jouer à la Comédie Française, La Mouette, d'après La Mouette. C'est-à-dire qu'ils prennent une œuvre et ils y mettent leurs propres choses, leurs propres préoccupations, leurs propres tourments, leurs propres doutes, etc. Chose qui est complètement... Nous, quand
nous enseignait le théâtre, et comme le théâtre que j'ai pratiqué, c'était qu'est-ce que veut dire Tchekhov? C'était ça la question. C'était pas quel est le rapport que j'ai moi à Tchekhov et comment je vais pouvoir me servir de Tchekhov pour parler de moi en quelque sorte. Ce sont d'autres écritures, d'autres approches du théâtre auxquelles je reste attentif parce que je trouve que c'est intéressant. C'est passionnant de voir des nouvelles écritures de plateau, des nouvelles façons de concevoir le théâtre, etc. Mais malgré tout, je ne fais pas de jeunisme, je ne fais pas de modernisme à tout crin. Il y a beaucoup d'expériences de théâtre de jeunes qui me déçoivent et qui me confortent parfois ou qui me rendent admiratif pour les gens avec qui j'ai travaillé et qui m'ont tant apporté. C'est une question délicate. Merci au public pour ces questions qui témoignent de l'émotion que vous avez provoquée dans le public, sans doute parce que vous nous avez parlé avec une très grande sincérité et j'ose dire, pour avoir assisté à maintenant une bonne vingtaine d'entretiens, vous êtes peut-être celui qui a le plus parlé de sa foi personnelle. Chose que beaucoup éludent ou ne sont pas capables forcément d'évoquer de manière aussi humaine. Merci encore. Nous pouvons partager un moment ensemble autour d'un verre en compagnie de Didier Sandre. Je me permets aussi de rappeler au public que des corbeilles sont à disposition sur les tables pour pouvoir contribuer selon ce que vous souhaitez pour la préparation des futures rencontres d'automne. Et tous, nous vous remercions infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.